Classement de Metz, le leader à Châteauroux. Brest, deuxième au classement, jouera lundi contre Nancy. Et Lens, troisième, jouera à Valenciennes demain. Du foot encore, et je vous rappelle que Didier Deschamps a publié sa sélection pour les 2 prochains matchs des Bleus. À retenir notamment le retour d'Anthony Martial, absent depuis 8 mois du groupe tricolore. Le handball et la suite de la 8e journée. Nîmes s'est imposé contre Toulouse. Une journée qui se terminera dimanche avec le déplacement de Montpellier à Ivry. Et puis la voile, la route du Rhum, pas de changement. François Gabard est toujours en tête. Voilà pour l'essentiel de l'info sportive. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Il est 7h45, on est en direct et on est en ligne ce matin avec le sénateur de l'Allier, Gérard Deriot. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, évidemment. On va parler de toute l'actualité locale et également nationale avec vous ce matin. Vous serez notamment ce week-end, vous êtes à l'origine même de ce congrès de la Fédération des élus bourbonnais qui se déroulera à Vichy avec Gérard Larcher, le président du Sénat, qui sera présent avec ce thème décentralisation, équilibre des pouvoirs, équilibre territorial. Quand le Sénat fait de la résistance, Gérard Deriot, le Sénat fait vraiment de la résistance là actuellement? Ah ben, il en a fait tout au moins quand il a été menacé, et quand la démocratie a été menacée il y a quelques mois, c'est-à-dire avec la soi-disant réforme des institutions et qui voulait d'une part réduire le nombre de parlementaires, sur lequel nous n'étions pas complètement contre, mais où le nombre était quand même proposé, était quand même extrêmement faible, dans la mesure où ça représentait pour un département comme l'Allier 2 seuls députés sur l'ensemble du département et un seul sénateur. Or, la démocratie, elle s'exerce à travers ses parlementaires, qui sont là pour justement représenter les territoires en particulier pour les sénateurs et l'ensemble des personnes pour les députés. Et si plus on diminue le nombre de parlementaires, plus on éloigne la population de ces représentants qui les représentent justement pour pouvoir améliorer la situation, les solutions et les services qui leur sont dévoués. Alors, justement sur ce point-là, globalement quand même, je crois que ce qu'on peut voir des sondages d'opinion, c'est que les citoyens sont plutôt favorables à la réduction du nombre de parlementaires. Alors ça c'est évident. Alors là, vous savez, vous demandez à un gamin s'il préfère une sucette ou une paire de claques, il vous dira je préfère une sucette. Eh bien là c'est la même chose, on a tellement fait de l'anti-parlementarisme primaire, pour X raisons, peut-être aussi de la faute des parlementaires en général, mais je veux dire que personne ne se rend compte réellement que s'il y a moins de parlementaires, il y a moins de personnes pour les représenter, il y a moins de personnes pour défendre l'ensemble des problèmes que peuvent rencontrer nos concitoyens, et la démocratie, la République, ça ne fonctionne qu'à travers ses représentants et ses populations représentées. Si vous voulez un régime autocratique et personnel, ce que certains ont tenté de le faire, ah ben là bien sûr, mais là on passe dans un autre régime, on passe à ce moment-là, ça s'appelle une dictature. Je pense pas que ce soit ça que les gens veuillent. Si on leur expliquait, si vous les médias, vous leur expliquiez exactement comment les choses marchent, eh bien effectivement, ça serait peut-être pas la même réponse. Alors ça serait réduire en fait de 348 à 244 sénateurs, hein, c'est ça le projet, c'est vraiment une source de mobilisation dans les semaines à venir? Ah ben ça c'est certain, si toutefois c'est revenu, si toutefois ça revient, parce que pour l'instant c'est complètement enterré. Mais si ça revient et dans ces proportions-là, on n'est pas contre une diminution, mais à condition qu'elle respecte les territoires. Si vous n'avez plus qu'un sénateur pour représenter les territoires, un territoire comme l'Allier, je peux vous assurer que la démocratie est en grand danger. Donc voilà, c'est tout. Hein. Vous avez eu des informations justement sur ce qui pourrait découler pour le département de l'Allier? On passerait de 3 à 2 députés, c'est ça? Ben voilà, je vous dis, c'était ce qui était envisagé quand la réforme prévue battait son plein. Et puis, vous savez que depuis, le gouvernement a eu quelques difficultés, tout au moins le président de la République. Donc tout ça a été oublié pour l'instant, mais ça va revenir. Ouais, on suivra ça évidemment dans les prochaines semaines. L'un des sujets d'actualité, puisque vous parlez du gouvernement, qui est sur le grill, sur la hausse du prix des carburants notamment. Quel est votre point de vue, vous, sénateur d'un département rural où il y a pas mal de contestations sur cette mesure? Il est évident que c'est une catastrophe pour les départements ruraux tels que le nôtre. Dans des départements comme les nôtres, il n'y a rien à faire. Nous sommes dans l'obligation, les uns et les autres, quel que soit ce que nous fassions dans la vie, nous sommes obligés d'avoir des voitures pour nous déplacer. Il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de train, il y en a déjà presque plus. Alors, vous comprenez que si en plus la voiture devient un produit totalement prohibitif pour bon nombre de nos concitoyens,
on ne peut plus vivre dans les zones rurales. Or ça, bien sûr, les gens qui nous gouvernent, et on a beau leur dire, on a beau leur expliquer, eh bien, les gens qui nous gouvernent ne comprennent pas, puisqu'ils ont tous été élevés pratiquement à Paris ou dans les grandes villes, où là, ils avaient l'habitude d'avoir des transports en commun. C'est donc un drame pour nos zones rurales, parce que le prix devient très prohibitif. Deuxièmement, tout cela après le 80 km/h, qui lui-même a déjà pénalisé très fortement les zones rurales. Non, trop c'est trop, ça fait beaucoup, et surtout que l'on sait que c'est en fait surtout et avant tout l'augmentation des taxes qui sont perçues par l'État, qui ont été augmentées par la volonté du gouvernement et de la majorité qu'il soutient. Donc c'est bien une volonté manifeste de mettre à genoux. Et on vous dit c'est pour la transition écologique. Arrêtons, personne ne peut croire, c'est pas possible, on le sait bien. Alors tout ça, vous comprenez, il faut que ça revienne à plus de réalité. Je le répète, nous sommes aujourd'hui dirigés pratiquement par beaucoup de personnes qui n'ont été habituées à vivre qu'en dans les métropoles. Eh bien voilà ce que ça donne, ils ne se rendent même pas compte de ce que ça peut entraîner sur le reste du territoire. Ouais, et il y a des mobilisations prévues, notamment le 17 novembre. Quel regard vous jugez par rapport à ce qui est lancé, notamment via les réseaux sociaux? Votre collègue Gérard Larcher, notamment, disait que il espérait que ce soit simplement un cri d'alerte, un cri d'angoisse des concitoyens. Eh bien, je suis tout à fait de son avis. Il est hors de question d'avoir j'allais dire, parce qu'on sait bien que quand on fait des rassemblements comme ça, et ça peut toujours dégénérer, on l'a vu récemment encore même à Paris, où on a vu certains vouloir se transformer en policiers alors qu'ils n'en avaient pas les capacités ni les missions. Eh bien, ça peut être encore beaucoup plus dangereux parce qu'on ne sait jamais comment tout ça se termine. Donc c'est pas ça. Le problème n'est pas de vouloir la révolution, le problème est de faire comprendre au gouvernement qu'il a une responsabilité qui touche bon nombre de ses concitoyens et qu'il est absolument indispensable de revenir sur des décisions qui ont été prises sans en avoir mesuré toute la portée. On parlait tout à l'heure de l'organisation territoriale, notamment le Sénat travaille actuellement sur des propositions pour revitaliser les communes, en tout cas redonner du pouvoir aux maires. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Bien sûr que c'est important, puisqu'on avait connu en 1982-3 une loi extraordinaire, et c'était les socialistes qui l'avaient faite. Vous voyez que je sais regarder ce qui se fait bien et ce qui ne se fait pas bien, qui était la décentralisation. On a vu à ce moment-là justement vraiment une explosion des réalisations qui correspondaient aux véritables besoins. Prenons simplement le cas de l'école en général. On avait confié donc une école élémentaire aux communes et on a vu que tout ça fonctionnait très bien et que les réparations, les rénovations étaient faites. Les départements ont eu les collèges. Il n'y a qu'à regarder dans l'Allier comment les collèges ont été transformés, quelles que soient les majorités. Et les régions avaient les lycées. Là encore, ça a été la même chose. Seul l'État avait gardé les universités. Je vous invite à aller visiter dans la plupart des universités dans quel état on est. Eh bien, l'État n'a jamais rien fait ou pas grand-chose. Donc, la décentralisation est quelque chose d'extrêmement important. Depuis un an, mais même un peu plus, on essaye de reprendre, l'administration en général a la volonté de reprendre ce qui avait été donné comme responsabilité aux élus locaux, ce qui sont quand même les mieux placés, justement, pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire, ce dont nos populations ont besoin, et pour justement les défendre, pour obtenir ce qu'il doit être fait. Eh bien, il est certain que la décentralisation est quelque chose qu'on essaye d'enterrer aujourd'hui pour pouvoir recentraliser la totalité du pouvoir au niveau national. C'est une véritable catastrophe. Vous savez, l'intérêt, comme dirait mon président de région, de Sénat, Gérard Larcher, les élus locaux, on est à portée d'engueulade. Eh bien, c'est ce qui fait marcher, ce qui fait fonctionner les choses, parce que sans arrêt, nos concitoyens nous rappellent à nos obligations et à nos devoirs. Ce qui n'est pas le cas forcément pour un président de la République et ses ministres. Comment vous envisagez là, Gérard Derriot, la fin de votre mandat, qui sera a priori le dernier, si il y a effectivement cette loi sur le non-cumul dans le temps des mandats de sénateur? Oui, enfin ça pour l'instant, vous savez, on n'en sait rien, mais donc on ne sait pas. C'était ce qui était prévu en tout cas. Rien ne vous dit que je ne me représenterai pas. vous en avez la possibilité, puisque normalement ça devait être trois mandats de sénateur. Oui, mais ça c'est tombé à l'eau, et comme la loi, moi comme mes mandats, je les ai faits avant, maintenant on va redémarrer à zéro.
Et votre volonté, c'est quoi aujourd'hui ? Ça, je sais pas encore, je sais pas. Bon, vous ne nous en direz pas plus ce matin. Non, Sur la suite. non. Bon, on vous remercie Gérard Derriot. On rappelle qu'il y aura donc demain du côté de Vichy ce congrès de la Fédération des élus bourbonnais avec Gérard Larcher, le président du Sénat. Merci Gérard Derriot. Merci beaucoup. Bonne journée, merci d'avoir été avec nous. Il est 7h55 sur RJFM. L'invité du jour.